Bonjour à toutes et tous. Bonjour. Bienvenue à cette édition des vendredis de l'édition. Organisé par la Bibliothèque départementale de l'Ariège avec la maison d'édition Les Fondeurs de Briques. Donc, je vais te laisser poser la première question. Bien sûr, bonjour Jean-François Bourdic. Vous êtes là pour nous parler de votre maison d'édition Les Fondeurs de Briques. Avant toute chose, j'aimerais bien que vous vous présentiez, que vous me parliez un peu de votre parcours et de ce qui vous a amené justement à créer votre maison. Oui, bonjour à toutes et à tous. Moi, je représente les Fondeurs de Briques, qui est une structure éditoriale associative qu'on a créée en 2006 au point de vue administratif et qui a publié ses premiers livres en 2007. Donc ça fait bientôt 20 ans qu'on exerce et on vient de publier notre 61e ouvrage. Bravo. Euh, on a, euh, on a créé la maison d'édition dans les Bouches-du-Rhône au départ, à Arles, donc en 2006. On y est resté quelques années et on est venu en région Occitanie, enfin à l'époque Midi-Pyrénées, euh, pour des raisons professionnelles qui sont pas liées à l'édition directement, mais sur lesquelles on pourra revenir un petit peu plus tard. L'idée de la maison d'édition, c'était de publier des textes qui nous semblaient indispensables en termes de patrimoine déjà, puisqu'on publie à la fois des auteurs morts et quelques auteurs vivants, et pas mal de traductions, par goût essentiellement. Et c'est vrai que d'avoir créé la maison à Arles, puisqu'il y a le Collège des traducteurs en particulier, et beaucoup de traducteurs, traductrices qui vivent ou qui passent par Arles, ça, voilà, ça nous a permis de faire pas mal de rencontres et ça nous a donné des idées de publications et qui se sont concrétisées depuis. Donc j'ai l'habitude de dire que moi j'ai effectivement un parcours assez atypique peut-être, et ce qui est souvent d'ailleurs le cas dans les créateurs de maisons d'édition. J'ai été à la fois libraire, fleuriste, prof de plongée sous-marine et Père Noël chez Auchan. Euh, bon, je suis toujours un petit peu Père Noël chez Auchan de temps en temps, même si Auchan va pas bien en ce moment et je ne sais pas si j'aurai du boulot pour cette fin d'année. Blague à part, je suis aussi donc depuis quasiment une vingtaine d'années représentant de la diffusion Gallimard D'accord. au sens large, puisque j'ai les catalogues Gallimard, CDE, Sofedis et quelques autres catalogues aussi sous ma responsabilité pour alors une partie des grandes surfaces, mais surtout les librairies dites de proximité voilà, d'une partie de l'Occitanie. C'est donc un travail que je mène en parallèle, on va dire, à notre travail éditorial. C'était un choix au départ, effectivement, de conserver chacun. Donc, nous sommes trois à l'origine de la maison d'édition, deux libraires et une traductrice, de conserver donc une activité salariée en dehors de la maison d'édition, ce qui nous permet de pas mettre une pression salariale, on va dire, sur la maison d'édition, de pouvoir publier uniquement des ouvrages qui nous intéressent, sans avoir besoin de publier une dizaine, une douzaine d'ouvrages par an, ce qui est la règle pour au moins se dégager un petit salaire en tant qu'éditeur. Donc voilà, ça a un inconvénient, c'est qu'effectivement, nous n'avons pas tout notre temps disponible à consacrer à la maison d'édition, mais ça nous permet effectivement d'avoir Une certaine, une liberté de publication et un rythme de publication qui nous convient. Voilà un petit peu pour la présentation générale du projet. Le fait est que maintenant, nous sommes plus que deux dans la maison d'édition.
Voilà, et ça a peut-être conduit à ce qu'on publie moins de livres que certaines années. Les premières années, peut-être pris dans la fougue de la jeunesse et on a publié jusqu'à 6 7 ouvrages et maintenant on est retourné autour de 2 à 3 titres par an. Maintenant, vous avez un peu baissé la voile au niveau de vos publications annuelles. De fait, vu que vous êtes que deux, nous en étions là. Oui, c'est ça, ouais. Peut-être on me demande souvent pourquoi les fondeurs de briques. Et Oui. c'est effectivement un nom qu'on a choisi en hommage à un écrivain qui se faisait appeler Beethoven, qui a eu une multitude de pseudonymes au cours de sa vie, qui a toujours resté assez mystérieux sur son identité. Maintenant, il est quand même assez clair que c'est un écrivain d'origine allemande Mhm. qui publiait donc à la fin de la Première Guerre mondiale à Munich une revue qui s'appelait Le Fondeur de briques en allemand, Ziegelbrenner, et en hommage à son parcours, à son œuvre, puisque c'est un des grands écrivains prolétariens du XXe siècle hein, qui a publié La Révolte des Pendus, Le Vaisseau des Morts, Le Trésor de la Sierra Madre, qui a été adapté au cinéma, celui en particulier et qui a passé toute sa deuxième partie de vie au Mexique, on a choisi voilà, de s'appeler les fondeurs de briques. Ce qui Oui, fait voilà. qu'effectivement, un des premiers livres qu'on a publié, c'était À la recherche de Beethoven de John Araskin, qui était une sorte de voyage sur les traces de Traven au Mexique au début des années 70. Oui, tout à fait. J'avais vu que donc Straven avait créé donc en Allemagne, c'était une revue anarcho-pacifiste, et il est Mhm. devenu écrivain au Mexique. Donc je me suis dit, les fondeurs, c'est une maison d'édition politique, internationaliste. On va en parler. Il y a quelque chose quand même derrière ce choix de ce personnage. Comment vous pouvez nous en parler? Pourquoi lui? Qu'est-ce qui vous a donné envie de reprendre le nom de sa revue? Alors effectivement, cet hommage à Traven n'est pas sans sens par rapport à notre position. On parlera peut-être un peu plus tard de la façon dont on fait pratiquement de l'édition, voilà, par rapport les relations qu'on a avec tous nos interlocuteurs. Mais ce qui prime pour nous, d'abord, c'est le texte. Il se trouve qu'effectivement, les textes de Traven sont pas directement politiques, puisque ce sont des romans d'aventure, généralement, qui mettent quand même en scène des populations qui sont pas forcément, enfin, qui n'étaient pas, en tout cas, à l'époque, enfin, on est dans les années 30, hein, euh, voilà, présents dans les romans. C'est-à-dire les Indiens au Mexique, les prolétaires, ceux qui sont les travailleurs en usine ou sur des bateaux comme dans le vaisseau des morts. Voilà, donc il met en scène oui, voilà, des gens du peuple. Et effectivement, c'est des thématiques qui nous interpellent et qui nous intéressent. Donc, nous ne sommes pas forcément directement politiques peut-être dans l'affichage, en tout cas, qu'on peut avoir, puisque c'est pas vraiment ça qui nous décide à publier un texte, mais il se trouve qu'effectivement, notre catalogue est quand même le reflet de nos personnalités, de nos goûts, comme on est plutôt attiré par, oui, les personnages ou les catégories de population dont on parle pas forcément dans les livres, ou moins en tout cas, voilà, il se trouve que ce panorama, enfin ce catalogue qu'on a constitué au fil des ans, a une certaine, effectivement, portée politique. Oui. Oui, oui, il a vraiment sa personnalité. Et justement, comment vous faites vos choix de publication? Comment vous travaillez sur un livre traduit, un livre francophone? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre méthodologie, que ce soit pour le choix du livre et après sa construction, sa traduction? Bah, il y a plusieurs cas de figure, on va dire. On a un peu du mal avec le côté ligne éditoriale.
la ligne étant quelque chose de rectiligne, comme son nom l'indique. Nous, on a plutôt l'image d'une sorte de toile d'araignée, comme ça, de rapport entre les textes qui sont pas forcément directs, mais qui peuvent faire écho les uns aux autres. Donc, avant de véritablement publier nos premiers ouvrages, on a fait des recherches, on a déblayé un peu les catalogues, soit à la BNF, soit des catalogues de maisons d'édition étrangères, sachant que nous, on s'est concentré plutôt au départ sur l'anglais et l'espagnol, qui sont les deux langues qu'on peut lire. Et donc, voilà, il nous semble évidemment indispensable de lire les textes avant de les publier, et même avant donc qu'ils soient traduits en français. C'est pour ça que ce sont deux aires géographiques qui nous ont attirés au-delà évidemment du champ francophone. Donc les cas sont assez divers. Ça peut être des recherches que nous on mène effectivement, des textes qui ont été publiés à l'étranger et qui n'ont pas été traduits en français, des textes qui ont déjà été traduits en français mais qui sont épuisés ou nécessitent soit une nouvelle traduction, soit une nouvelle édition. Ça reste une partie relativement marginale dans notre catalogue, mais il y a quelques titres comme ça qui font partie de cette catégorie-là. C'est souvent né de rencontres, soit avec des traducteurs, des traductrices, comme je l'évoquais tout à l'heure en Arles ou dans d'autres circonstances. Voilà, assez peu de gens au final. Alors, on a beaucoup de gens qui nous approchent, mais assez peu sur lequel on se décide d'une certaine façon. Donc le côté manuscrit arrivé par la poste, ça a failli se faire, mais ça s'est jamais vraiment fait. En fait, les textes francophones qu'on a publiés, c'est généralement lié à des rencontres qu'on a faites, que ça soit le texte sur Guy Debord qu'on avait publié, puisque c'est quelqu'un qu'on a rencontré en Arles, qui a écrit le texte. Ensuite, les divers livres de Marc Sastre, dont le dernier qui vient de sortir, voilà, qui est quelqu'un qu'on a rencontré déjà en tant qu'ami, et puis après qui est devenu un auteur de la maison. Le texte de Fabrice Caravaca, qui était aussi un ami auparavant et qui, comme il est poète et animateur d'une maison d'édition à Limoges qui s'appelle Dernier Télégramme, nous avait adressé ce texte qui s'appelle La vie, qu'on a publié il y a quelques années. Par là, on a connu Serge Pey, qui est bien connu dans la région et dont on a publié un livre aussi en coédition avec Dernier Télégramme autour du flamenco. Voilà, donc il peut y avoir divers chemins hein, qui mènent les textes jusqu'à nous. Voilà, donc c'est un peu au cas par cas, sans vraiment se cantonner à une ligne directrice très stricte, quoi, on va dire. Oui, c'est vraiment une histoire de rencontre. Parce que la rencontre sur un texte ou sur une personne, voilà, c'est un peu comme ça que vous fonctionnez. Euh, donc, la maison d'édition, comment elle fonctionne, vous la faites vivre. Vous avez un positionnement, la majorité, je crois que c'est 90% de vos livres sont imprimés en France, me semble-t-il. Vous avez une vraie démarche à ce sujet, une vraie volonté. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bah oui, il nous semble logique à partir du moment où, bon, quand on fait appel à des financements publics, que ça soit au niveau régional, au niveau national, hein, avec le CNL, que bah, l'argent qui soit octroyé par ces structures, qui est donc de l'argent public, soit ensuite dépensé dans des entreprises françaises, on va dire. Donc on se refuse effectivement à imprimer à l'étranger à quelques exceptions près, mais l'étranger pour nous, ça se limite, on va dire, à la Catalogne espagnole, donc c'est quand même très proche. Euh, pour deux raisons déjà, un choix écologique, puisqu'effectivement, d'imprimer loin, ben, ça nécessite du transport. Donc, ben voilà, on essaye d'avoir une empreinte écologique la moins importante possible. Et, et ensuite, effectivement, les droits sociaux dans les pays, que ce soit les pays de l'Est, les pays asiatiques, etc., ou vers lesquels beaucoup d'éditeurs se tournent, sont pas du tout les mêmes que par chez nous. Voilà. Donc le maximum, effectivement, qu'on fait, c'est d'aller jusqu'en Espagne. Voilà, qui a bon, même si les droits sociaux sont pas tout à fait les mêmes que les nôtres, on peut quand même, voilà,
se retrouver dans notre démarche politique, pour le coup aussi, et de choix écologistes, d'imprimer quelques titres en Espagne sur des produits particuliers, en particulier quand il y a beaucoup de couleurs. C'est vrai que il y a une grosse différence, il peut y avoir une grosse différence de prix. Euh, ou voilà sur des livres un peu spécifiques comme ça. D'accord. Et, et vous êtes distribué, donc vous nous disiez, c'est depuis le départ, hein, par les belles lettres. Voilà, donc Alors, on était distribué dès le départ, alors pas au début par les belles lettres, mais par Pollen, les premiers temps. En fait, ce que moi j'ai fait quand on a commencé la maison d'édition, avant que j'ai cet emploi de représentant chez Gallimard, j'étais dans une période de chômage, donc on a préparé le lancement de la maison d'édition et j'ai fait un peu de pré-diffusion, on va dire. J'ai voyagé dans le Grand Sud, on va dire, de Lyon, Bordeaux, etc., Marseille jusqu'à Toulouse, pour présenter un petit peu aux libraires le projet de la maison d'édition, avant que les premiers livres ne sortent. J'ai été aussi en région parisienne, hein, puisque voilà, il y a une grosse concentration de librairies également là-bas. Donc c'est un travail que j'ai fait voilà, de parler de nos projets même avant qu'ils ne sortent. Et après, effectivement, on a eu plusieurs solutions un petit peu bancales de diffusion, donc de représentation en librairie. Et après, on est passé en diffusion et distribution chez Pollen, mais voilà, c'était un peu un pis-aller, puisque nous, en fait, effectivement, dès le départ, on souhaitait plutôt intégrer une structure un tout petit peu plus importante en termes de taille, qui c'était soit Harmonia Mundi à l'époque, soit les Belles Lettres. Bon, les Belles Lettres nous ont dit peut-être, mais pas maintenant. Et donc, quelques années après, au bout de 2, 3 ans, on est revenu à la charge, entre guillemets, et ils nous ont pris dans leur catalogue. Et depuis, effectivement, maintenant une quinzaine d'années à peu près, on est en diffusion-distribution belles lettres. une affaire qui roule. Et au niveau des points de vente, vous diffusez, vous fonctionnez comment? Je sais que là, un peu avant l'entretien, vous aviez envie de parler un peu des frais de port, du livre. C'est un débat qui a encore actuellement, vu que, ben, par exemple, Amazon a trouvé, a priori, en tout cas, tente de trouver une parade à ces frais de port. Là, je crois que c'était tombé cette semaine. Comment vous réagissez voilà, par rapport à cet enjeu qui est vraiment très important? Vous voyez les choses comment, vous? Ben, disons que notre distributeur, donc les belles lettres en l'occurrence, travaille avec tout le monde. Les librairies, les grandes surfaces, enfin les grandes surfaces spécialisées, la Fnac, Cultura et Amazon. Pendant longtemps, Amazon, c'était en fait notre premier client. Via notre distributeur, ça constituait entre 20 et 25% du chiffre de la maison d'édition. Puis, à un moment, on se dit éditeur indépendant. On est indépendant, effectivement, on remplit à peu près, on coche toutes les cases, on va dire, puisqu'on a personne, il n'y a pas un gros industriel derrière nous qui nous subventionne, etc. Mais en même temps, on dépend pour donc quasiment un quart de notre chiffre, de nos ventes, de quelqu'un comme Amazon, duquel on rejette le modèle économique et social. Donc, c'est poser la question de la pertinence, de l'adéquation entre effectivement notre pensée de citoyen, au-delà même de notre pensée d'éditeur, et notre pratique. Donc, en parlant avec certains autres éditeurs, ils nous ont donné un petit truc, en fait, pour pouvoir ne pas être sur Amazon, puisque on n'a pas le droit, en fait, donc de dire aux belles lettres, on ne veut pas travailler avec Amazon, puisqu'on a des contrats et on ne peut pas faire un refus de vente. Mais il y a un petit truc qui permet très facilement d'échapper à l'obligation de vendre sur Amazon. Voilà. Bon, puisqu'on est entre nous, je vais vous le révéler.
Mais voilà, et c'est aussi pour éventuellement convaincre et faire passer la bonne parole, entre guillemets. Euh, Amazon, en fait, a besoin d'un code barre imprimé sur les livres. Donc, quand on parle de couverture, là. Donc, généralement, comme vous le savez, les codes barres sont imprimés en quatrième de couverture, quelquefois sur les rabats. Il se trouve que nous, on a pas mal de bouquins qui sont avec des rabats, et donc généralement, effectivement, on imprimait le code barre sur le rabat. Euh, mais des fois, bon, il était quand même imprimé en quatrième. En parlant avec donc certains qui ont choisi la solution de ne plus être sur Amazon, ils nous ont dit effectivement, ben, généraliser cette pratique, à savoir ne mettez pas de code barre apparent. Amazon, à ce moment-là, refusera de vendre votre ouvrage ou alors vous proposera d'imprimer des étiquettes, un petit peu comme ce qui se fait à la FNAC ou dans des endroits comme ça, pour pouvoir traiter, entre guillemets, les commandes de vos ouvrages. Et par contre, ça, on a le droit de le refuser parce que c'est un surcoût pour nous et on peut refuser l'impression de ces étiquettes. Donc, la parade est relativement simple, euh, puisque donc tous les livres qui ne comportaient pas de code barre pouvaient rentrer dans ce cas-là. Et donc, depuis qu'on a pris cette décision il y a 4 ans environ, on imprime systématiquement donc nos codes barres à l'intérieur des livres. Par exemple, enfin généralement maintenant, donc soit on le met sur le rabat quand il y a un rabat, soit quand il n'y a pas de rabat, on le met D'accord. en dernière page de livre, sachant qu'on met quand même l'ISBN en quatrième pour pouvoir avoir le code et le prix, mais il n'y Ouais, a ouais. pas le code barre. OK? Donc, Ouais, ouais. ce qui a perturbé un petit peu certains. Voilà exactement l'exemple. Alors déjà, parce que, bon, déjà, les codes barres, on les imprimait pas forcément en quatrième parce que c'est pas très esthétique un code barre. C'est Donc, sûr. on préférait le cacher. Voilà. Alors, ce qui a peut désarçonner certains libraires aussi en disant, mais il n'y a pas de code barre, parce que les libraires, bon, ils ont aussi des douchettes et ils aiment bien pouvoir doucher les livres. Les Et livres de lecture aussi. oui, oui, les bibliothécaires également, j'imagine. Mais en fait, il suffit de l'ouvrir et d'avoir le code barre à l'intérieur. Mais par contre, Amazon, eux, refusent d'ouvrir les livres, ce qui est quand même assez symbolique de leur démarche, quoi. Et de leur esprit, en tout cas. Voilà, donc depuis effectivement quelques années, on commercialise plus sur Amazon. Euh, j'ai fait un petit année par année, comme ça, un descriptif des ventes, voir effectivement de la façon dont on était commercialisé jusqu'aux années, on va dire 2020, enfin 2019, 2020, et maintenant. Alors effectivement, la Fnac de Citre a pris un petit peu la place d'Amazon, pas complètement en termes de volume et de chiffre d'affaires, mais notre chiffre d'affaires, c'est un peu réparti sur sur beaucoup de librairies indépendantes. Donc, je Ok, pense que oui, c'est quand même une démarche plutôt vertueuse. tout à fait, et qui porte ses fruits pour le coup. Alors, Euh, disons qu'on n'a pas augmenté nos ventes, pas forcément, hein, enfin, c'est suivant les années. Enfin, quand il y a un livre qui marche un peu plus, on fait un peu plus de chiffre d'affaires. Mais effectivement, généralement, c'était pas, de toute façon, c'était pas un moyen de gagner plus d'argent, entre guillemets, mais c'était un moyen d'être un peu plus conforme à nos valeurs. Et à notre modeste niveau, on a prouvé avec d'autres qui ont pris également cette démarche que c'est possible de sortir de ce cercle vicieux en l'occurrence, puisqu'effectivement Amazon, j'ai vu également cette semaine, veut essayer de détourner la loi d'Arcos sur le prix, les frais de port. Voilà. Alors, la loi d'Arcos, qui a été votée il y a 2 ans maintenant, je crois, un petit peu en réaction à tout ce qui s'est passé au moment de la Covid, voilà, aux préoccupations des libraires qui avaient aussi des frais de port, enfin voilà, qui étaient importants. Il faut savoir qu'effectivement,
pour envoyer un livre comme ça, enfin, qui est un livre classique, on va dire, d'environ 300 pages, ça coûte 7 euros, quoi, minimum, hein, donc, c'est extrêmement élevé. Euh, on a, depuis nous et d'autres groupements d'éditeurs, on milite depuis des dizaines d'années pour avoir un tarif vraiment préférentiel qui pourrait s'appeler livret brochure, par exemple, qui est valable uniquement pour l'étranger. C'est-à-dire que si vous envoyez un livre en Allemagne, en Angleterre, en Australie même, ça vous revient moins cher que d'envoyer un livre à 10 kilomètres de chez vous, quoi. Donc, ce qui est complètement aberrant, et on milite pour ça. Et la loi d'Arcos, de notre point de vue, ne répond pas vraiment à, à ce Problématique. problème-là, puisque en fait, ça fixe un seuil plancher, mais ça fixe pas un prix plafond. Et c'est ce qu'on demande plutôt, c'est qu'il y ait voilà des frais de port qui soient euh, professionnels, quoi. Enfin pour les Ouais. professionnels de la profession, comme disait Jean-Luc Godard. Voilà. Bon, on n'y est pas encore. On voit qu'effectivement, la loi d'Arcos a plein de failles et des géants comme Amazon peuvent Donc, se glisser dedans. Mais bon, voilà, on continue à militer pour ça. ok, je vois que le temps file. On va peut-être s'intéresser ben, à vos publications, à vos collections, aller un peu se balader dans votre catalogue. Alors, je sais que vous avez fait une sélection de livres, nous aussi. On a commencé par une collection qui s'appelle Calaveras, donc qui est consacrée au Mexique. Donc ça, c'est les deux premiers ouvrages qu'on a publiés donc en 2017. Celui dont je parlais tout à l'heure, donc autour de Traven, il était auteur, enfin il a vécu, il est mort au Mexique, et un livre de Max Aube, qui était un républicain espagnol engagé dans la guerre civile et qui s'est exilé contraint, enfin comme beaucoup d'autres, à la fin de la guerre d'Espagne. Et lui, il est parti au Mexique et il a passé toute la seconde partie de sa vie au Mexique également. Voilà, donc ça, c'était les deux premiers. Alors, bon, les collections, c'est un peu comme la ligne éditoriale, c'est-à-dire que c'est bien parce que ça identifie, voilà, voilà, ça fait partie effectivement d'un des titres de la collection qu'on a publié autour du Mexique. Ça, c'est un cas d'une réédition à l'identique, c'est-à-dire qu'on a repris la traduction d'époque, puisque ça avait été publié dans les années 30 déjà en France, avec la préface de Valéry Larbaud, qui était un des grands passeurs en termes de littérature étrangère, hispanique ou anglo-saxonne d'ailleurs. Il a fait beaucoup pour la propagation des grands auteurs étrangers en France dans les années 30-40. Et on a choisi de reprendre la traduction parce que déjà, elle était, à notre avis, bonne. Et en plus, elle avait été réalisée par un couple de deux, enfin un couple de militants espagnols euh, venus en France également au moment de de la retirade et voilà, donc il y avait une adéquation entre le sujet du livre, qui est un récit autour de la Révolution mexicaine, mais par le peuple, enfin ceux d'en bas, dont le Au titre niveau parle, voilà, de ceux d'en bas, comme on dit, quoi. et en même temps, effectivement, l'engagement politique des deux traducteurs, qui étaient donc un couple proche du POUM, donc plutôt les trotskistes pendant la guerre Bien d'Espagne. l'Espagne, ouais. Donc ça, c'est effectivement la collection Calaveras on a enrichi les premiers temps de quelques ouvrages et qu'on a reprise il y a 3 ans maintenant euh, avec la publication de deux livres de Alberto Ruiz Sanchez, qui est un écrivain mexicain contemporain. On en a fait un donc en 2020 et un en 2023. Voilà, et on était très content de réactiver en quelque sorte cette collection mexicaine, puisque c'est vraiment une littérature et une civilisation qui nous passionne. Nous, on a passé pas mal de temps au Mexique, donc c'est vrai que voilà, on a une familiarité avec D'accord. cette aire géographique-là, quoi. Oui, voilà, de Traven donc à Alberto Ruiz Sanchez. C'est un peu votre trajectoire, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Et,
je mentionnais Max Aube aussi, hein, qui était un des Oui. auteurs de la collection. Et on a publié en tout 8 livres de Max Aube désormais, puisque hormis le premier livre, El Sopilote, qui sont ces contes mexicains qu'on a publié dans la collection Calaveras, on a publié en 3 ans une grande somme qu'il a écrite entre 42 et les années 60, 1942 et 1968 environ, de 6 tomes autour de l'histoire de l'Espagne des années 30 et de la guerre civile, qui Le sont donc labyrinthe des livres, magique. voilà, le labyrinthe magique, qui sont des livres de littérature, hein, c'est-à-dire que c'est pas des livres d'histoire, même si lui a participé à cette histoire-là en tant que délégué républicain à Paris en particulier. Il était attaché de l'ambassade et au moment de l'exposition universelle de 37, c'est lui qui a proposé à Picasso d'exposer le Guernica pendant cet événement-là. Voilà, donc il a vraiment eu un rôle en tant que républicain socialiste. Et il a raconté cette histoire donc de l'Espagne de la fin enfin, du début des années 30 jusqu'à la fin des années 30, à travers donc ces 6 volumes du Labyrinthe magique qui sont, voilà, j'ai juste je vous montre le premier tome, voilà, et qu'on a publié, vu l'ampleur, comme c'est plus de 2200 pages, on l'a publié en 3 ans, deux par deux, 2 par an, donc dans les années 2009, 2010, 2011. Oui, c'est un peu le grand œuvre, quoi. C'est le grand œuvre de Max Aube qui n'avait jamais été traduit en français. Max Aube a beaucoup écrit dans tous les genres différents, donc du roman, de la poésie, du théâtre, des récits de voyage, etc. Il y a pas mal de titres qui avaient été traduits, mais jamais dans la continuité, c'est-à-dire qu'il y avait Stock qui avait traduit un livre, il y avait Gallimard qui avait traduit un autre, etc. Celui qui est le plus connu de lui, c'est les Crimes exemplaires qui ont été réédités, qui existent en poche toujours chez Phébus, hein, voilà. Mais il n'y avait pas eu de travail vraiment constant sur son œuvre. Donc, après le livre de contes mexicain, on s'est donc attaché à publier son grand œuvre. Et on a récidivé il y a 2, 3 ans avec un volume aussi de Maxo, qui était ses derniers écrits inédits qui ont été publiés en Espagne il y a quelques années, donc longtemps après sa mort, mais qui était son livre autour de Luis Buñuel, le cinéaste, qu'il a bien connu déjà en Espagne dans les années 30, puis qu'il a retrouvé au Mexique à partir de l'exil espagnol, puisque Buñuel a aussi été exilé au Mexique dans ces années-là. Donc c'est vraiment leur conversation, voilà, c'est sous forme de dialogue comme ça, mais aussi avec un côté récit d'histoire de l'art de la part de Maxo, parce que c'était vraiment quelqu'un qui s'intéressait à plein d'aspects différents. Donc, on ne parle pas uniquement de cinéma, mais on parle de peinture, on parle de poésie, de théâtre, etc., quoi. Donc, ça, c'est sorti en 2022. Voilà. Et c'est quand même aussi un beau petit La pavé. somme. Ok, pour Avec le même traducteur qui est Claude de Freycinet, qui est voilà, notre traducteur entre guillemets de Maxo et d'autres titres traduits de l'espagnol. Voilà, c'est un traducteur avec lequel on travaille depuis longtemps. Et c'est un peu le cas, effectivement. Voilà, on essaye de garder des relations les plus continues avec soit nos auteurs, puisque Max Aube, donc même s'il est mort, on en a quand même publié 8. John Araskin, qu'on évoquait à propos de Traven, on en a publié 3. Marc Sastre, 4. Enfin voilà, on essaye de continuer, enfin voilà, de faire une politique d'auteur, entre guillemets, autant faire que se peut, et de travailler aussi avec des traducteurs ou des traductrices voilà, qu'on connaît et avec lequel on est en confiance. familiarité, quoi. Voilà, tout à fait. Alors ça, c'était la collection Calaveras. Vous en avez évidemment d'autres. On peut parler d'instrumental, si vous voulez. Est-ce que... Instrumental, ouais. Instrumental, on l'a lancé en 2012. C'était déjà notre 30e titre. En fait, c'est un titre, donc je parle des Mémoires d'Alan Lomax, hein, Ah oui.
le pays Grand où naquit le collecteur. blues, grand collecteur de sons et grand musicologue du sud des États-Unis. En fait, c'est un texte que moi j'avais lu en anglais des années auparavant, puisque c'est un livre qui est sorti dans les années 90 aux États-Unis, qui avait fait l'objet d'une édition poche ensuite en français, en anglais, pardon. Et quand j'étais libraire, puisque bon, sous la forme de boutage, je disais que j'avais été libraire tout à l'heure, mais c'est une réalité quand même. Quand j'ai été libraire, j'avais eu ce texte en main parce que en fait, je travaillais pour la librairie franco-américaine à Paris, enfin une des librairies franco-américaines qui n'existe plus depuis, mais qui avait donc beaucoup de livres en anglais qui circulaient là-bas. Et j'étais tombé sur ce texte-là et j'avais trouvé ça vraiment passionnant. Donc, voilà, je l'avais mis de côté. Et puis, effectivement, quand on a commencé la maison d'édition, c'est quelque chose qu'on avait voilà, sur notre bureau en disant on va le faire. Sauf qu'entre-temps, on s'est lancé donc dans cette aventure du labyrinthe magique qui nous a pris quelques années. J'imagine. Et puis, il fallait trouver un traducteur aussi parce que, pareil, on est sur un livre de à peu près 700 pages avec beaucoup de niveaux de lecture puisqu'il y a lui qui raconte son histoire, mais il y a beaucoup de paroles des gens qui rencontrent, beaucoup de paroles de chansons. Donc, il fallait quelqu'un qui soit vraiment familier avec l'argot, enfin en tout cas le parler du sud et donc essentiellement des populations noires du sud des États-Unis. Donc ça a pris quelques années avant qu'on rencontre le traducteur qui nous semblait idoine pour cette tâche-là, qui est Jacques Vassal, qui est un ancien journaliste à Rock and Folk, par exemple, de la période historique, hein, donc des années 60-70, puis après dans d'autres médias, qui est auteur, qui a écrit sur pas mal de chanteurs français, en particulier, voilà, il s'intéressait à Brassens, à Ferré, des gens comme ça, et aussi traducteur, puisqu'il a traduit Léonard Cohen, il a traduit des livres sur Bob Dylan, voilà, qui donnait très bien à la fois la chanson française dite engagée d'une certaine façon, et le folk, la musique populaire anglo-saxonne. Donc on s'est rencontrés et il a traduit. Et lui, il se trouve qu'il connaissait évidemment ce texte et il portait ce projet auprès d'éditeurs, mais il n'avait pas trouvé de quelqu'un, une oreille attentive. Et donc voilà, même par rapport à notre statut de petit éditeur où on s'est lancé ensemble dans l'aventure. Et c'était extrêmement risqué puisque, évidemment, gros travail de traduction, donc beaucoup de frais. Il faut savoir que quand on fait des traductions, c'est généralement la traduction qui est le premier poste dans le budget d'un livre, hein, même avant l'impression. Et Paris gagné, puisqu'on en est une dizaine d'années après à la huitième réimpression, je crois, du livre de Lomax. Donc, on en a vendu plusieurs milliers d'exemplaires, bientôt 10 000. Et voilà, ce qui nous a permis non seulement effectivement de faire connaître ce texte-là, de nous faire connaître aussi auprès des libraires, enfin des lecteurs en général, ce qu'avait déjà un petit peu amorcé notre travail autour de Maxo, parce que c'est vrai que les gens ont été assez marqués par ce travail sur 6 volumes dans une grosse amplitude comme ça, un gros travail de fond. Et ce qui nous a permis aussi donc de rencontrer Jacques Vassal, avec lequel on a refait 2, 3 livres par la suite, soit en tant que traducteur, soit en tant qu'auteur. Voilà, donc toujours des histoires de relations, d'amitié qui se poursuivent. Et ça a Et lancé la la collection. collection compte une quinzaine de titres, le dernier paru étant celui qui est paru cette semaine, qui est donc le quatrième livre de Marc Sastre, autour de Pascal Comlade, musicien originaire de Montpellier, mais considéré comme catalan, enfin, puisant beaucoup dans la musique traditionnelle catalane, dont la sardane, qui est évidemment cette danse et cette musique qu'on pratique en Catalogne, nord et sud d'ailleurs. Voilà. Dans cette collection, vous abordez donc le blues, le rock, par exemple avec Rocker, c'est aussi un illustrateur qui était dans Rock et Folk, hein, d'ailleurs, Ouais, tout à à fait. l'époque, Thierry Guitare, le rebetiko, le flamenco, la folk song. Voilà, et comme on l'a un peu évoqué, je trouve, c'est des musiques au texte qui sont très ancrées dans le quotidien des classes populaires, qui abordent parfois des thèmes sulfureux. On est un peu dans les marges, et je trouve que ça, voilà, c'est encore une fois, on retrouve votre appétence
mais pour ces marches, pour le peuple, voilà, je trouve qu'il y a quand même une certaine cohérence dans tout ça qui est très intéressante. Bah, disons que on réagit par rapport, comme je disais au début, par rapport à nos goûts, c'est-à-dire qu'on s'est pas mis à écouter du flamenco parce qu'on a publié des livres sur le flamenco. Alors, on en a écouté encore plus, mais moi, le flamenco, même si je suis pas d'origine espagnole, ça fait, euh, ça fait des décennies que j'écoute du flamenco, je vais voir des concerts, etc. Bon, le rock également, le blues, voilà. C'est des moyens, enfin, c'est des choses qu'on porte en nous déjà, qu'on creuse éventuellement quand on travaille dessus, parce qu'évidemment, on va encore un petit peu plus loin. Mais voilà, le rebetiko, c'est pareil, c'est une musique alors, qui est un peu apparentée, qui est un peu appelée le blues grec, à tort ou à raison, mais c'est vrai qu'on est un petit peu dans cet espace-là. Et c'est des musiques effectivement populaires qui ont souvent des paroles, effectivement, qui reflètent la vie des gens des marges ou des classes populaires. Et c'est ce qui nous intéresse aussi, puisque c'est non seulement de la musique, mais voilà, c'est autre chose, c'est tout un univers qui est décrit grâce à ces artistes, ces musiciens. Lomax, il parle de tout un tas d'artistes dans son livre. Il y en a certains qui sont devenus très célèbres, comme Muddy Waters, Son House, qui ont fait des carrières discographiques, mais il y en a tout un tas qui chantaient la fin de semaine pour leurs copains ou leurs amis, leurs familles, etc., dans des églises, enfin voilà, qui n'avaient pas une vocation commerciale. C'était vraiment, voilà, et grâce à des gens comme ça qui a enregistré ces chants-là, ils ont pu être préservés et transmis ensuite aux générations suivantes, ce qui s'est passé aussi pour le flamenco, enfin pour plein d'autres mouvements, quoi. Et vraiment, c'est ce qui nous a, oui, c'est ce qui nous intéresse et ce qui nous permet aussi de présenter ces textes-là au-delà d'une présentation en librairie avec le traducteur ou l'auteur éventuellement, mais d'essayer de monter des spectacles et des lectures musicales. Le Lomax, il y a un spectacle né de ce livre qui tourne depuis donc une dizaine d'années. Voilà, avec un homme orchestre qui s'appelle Sébastopol et un comédien, Gilles Fossier. On a monté ensemble un spectacle d'environ 45 à 50 minutes qu'on a d'ailleurs, enfin qu'ils ont d'ailleurs rejoué il y a quelques semaines à la médiathèque d'Aucamville dans la région toulousaine. Donc n'hésitez pas à les inviter chez vous. C'est vraiment un superbe spectacle, donc texte et musique qui nous transporte dans le Mississippi des années 30, 40, 50. Voilà. Donc ça nous permet au-delà effectivement de simplement présenter des ouvrages de façon sèche, entre guillemets, dans des librairies, d'avoir accès aussi à d'autres lieux. C'est-à-dire qu'on peut jouer, voilà, y compris dans des festivals, dans des cafés associatifs. Enfin, voilà, ça nous ouvre aussi d'autres portes. Quand on a fait la tournée autour du livre sur le Rebetiko qu'on a sorti au printemps, moi, Marcos, on a monté une tournée d'une dizaine de dates et il y avait des librairies, mais il y avait un caviste, il y avait un lieu associé, enfin des lieux associatifs dans des endroits voilà, où on ne trouvait pas de livres forcément. Voilà, ça nous permet effectivement de rencontrer des gens et de parler de notre travail dans des contextes variés, quoi. Ce qu'on peut appeler, nous, en bibliothèque, le hors-les-murs. Vous avez encore Sacrilège, je crois, comme collection, vous pouvez nous Sacrilège, parler. Oh, oui, c'est plutôt les essais en voilà, c'est règle ça. générale. Voilà, donc on a effectivement le Buñuel, je crois qu'on l'avait mis dans la collection Tout à fait. Sacrilège, que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez une journée Euh, d'interruption qui est dans cette collection aussi, Manuel de la parfaite crapule, c'est ça? voilà, ça c'est un des derniers, enfin l'avant-dernier qui est sorti au mois d'octobre. Voilà, ça c'est un texte traduit de l'espagnol moi j'avais acheté à Madrid, puisqu'on va souvent à la Feria del Libro à Madrid qui a lieu en mai-juin de chaque année. Et c'est l'occasion de rencontrer des gens, de découvrir des textes. Et ce texte-là, moi je l'avais acheté il y a longtemps. Et puis je l'avais un peu oublié. Et puis effectivement, il y a 2, 3 ans, je l'ai ressorti de la pile, on va dire. Et je l'ai relu et j'ai trouvé ça vraiment très drôle. Donc
un texte qui est une sorte de manuel, comme son nom l'indique, puisqu'il y a un côté histoire romancée, mais à la fin de chaque chapitre, il y a des petites questions en disant est-ce que vous avez bien suivi, voilà, enfin, qu'est-ce que vous feriez dans son cas, enfin voilà, il y a un côté vraiment manuel, pratique, on va dire, pour faire sa place dans la vie. On est au début, oui, le texte été publié dans les années 10 en Espagne, donc au début du XXe siècle. Voilà, donc c'est une critique assez féroce de la bourgeoisie, de l'aristocratie espagnole de ces années-là, puisque le personnage principal est ce qu'on pourrait appeler un parvenu, enfin quelqu'un des classes populaires, mais qui veut vraiment faire son trou dans la société et qui vient à Madrid et qui, par ses intrigues, arrive à être député, etc. Enfin voilà, c'est aussi une critique du système politique de ces années-là. Donc c'est à la fois drôle, mais voilà, avec un côté quand même critique sociale qui est assez marqué, oui. Une autre collection, c'est la collection Ultramarine, où vous avez je pense, un titre qui est assez connu, c'est Je suis un évadé de Robert E. Burns, qui est l'histoire de cet homme qui a été emprisonné, je crois que c'est dans les années 30, pour un petit cambriolage d'épicerie de pied Ouais. nickelé, quoi, et qui s'évade plusieurs fois donc des pénitenciers, qui raconte des conditions de détention atroces. Il y a un petit côté, moi ça m'a fait penser de loin à Albert Londres avec son récit sur le bagne. Hmm. Vous y êtes arrivé comment sur celui-ci? Qu'est-ce qui. La collection, pour donner l'idée générale, c'est de publier des textes qui ont donné autre chose après, que ça soit d'autres livres, des films, enfin voilà, qui ont fait naître quelque chose. Donc on est parti du navire poursuit sa route, qui était un texte de Nordal Grieg, qui a ensuite été réutilisé par Malcolm Lowry dans son livre qui s'appelle Ultramarine, d'où le titre de la collection. Voilà, alors, il a réutilisé le livre de Grieg, mais en le disant, quoi. C'était pas un plagiat. Enfin, voilà, il s'en est inspiré, on va dire, quoi. Et après, on a publié plusieurs livres, effectivement, dans cette collection. Un de ceux qui a eu le plus grand succès avant le Burns, c'était le Jack Black qui s'appelle Yeg, qui était le récit d'un hobo du nord, plutôt dans le nord des États-Unis ou Canada, à la fin du 19e, début 20e, qui a aussi servi de modèle à William Burroughs, donc l'auteur de la Beat Generation, pour un de ses premiers livres. Voilà, donc il y a toujours effectivement l'idée, c'est que c'est servi à autre chose. Le Burns, ça a été adapté en film, donc là c'est relativement évident. Voilà, donc alors lui, la différence avec Albert Londres, peut-être, c'est que lui, il a vraiment vécu cette histoire. C'est son histoire d'une certaine façon. Et quand il écrit, il est encore en cavale, puisqu'il s'est évadé une seconde fois. euh, et il raconte son histoire comme une sorte de plaidoyer pour faire connaître son cas. Ce qui est aussi peut être rapproché du livre de Rubin Carter qu'on a publié qui s'appelle Le 16e Round, qui est aussi un récit de prison, voilà, autour de ce boxeur qui a été assez connu dans les années 70, puisque à la lecture de son livre en anglais, Bob Dylan a fait sa célèbre chanson qui s'appelle Hurricane, qui est sortie donc au milieu des années 70, pour faire connaître aussi le cas de ce boxeur qui se trouvait injustement accusé d'un triple meurtre dans une petite ville du New Jersey. Voilà, donc si après on s'en rend compte a posteriori, c'est un peu ce que je disais au début, c'est qu'on ne décide pas de faire tel ou tel type d'ouvrage, mais il se trouve que quand on regarde notre catalogue, on se rend compte qu'il y a pas mal de témoignages ou du vécu, enfin des destins de personnes comme ça, de personnages quasiment, qui sont effectivement peut-être un petit peu marginaux, mais qui nous semblent refléter quand même une partie de la société euh, dont on ne parle pas forcément généralement. Voilà, donc il y a beaucoup, oui, d'histoires de vie, quoi, d'une certaine façon, qui sont Il y a beaucoup des histoires d'affect personnelles. Pardon? je dis, il y a beaucoup d'affect dans vos choix au bout du compte. J'ai Ah l'impression. oui, c'est des coups de cœur de toute façon, donc voilà. Mais la cohérence se retrouve comme ça peut-être. Pour vous, les fondeurs de briques, vous voyez comment le futur de votre maison, justement avec tous les enjeux qu'il y a face, par exemple, à Amazon, à la dématérialisation.
Pour vous, c'est quoi votre futur vous imaginez quoi pour Oh, 2020? ben, c'est de pouvoir continuer à toujours faire notre travail, hein. Contrairement au modèle économique importé des États-Unis qui fait que quasiment, enfin, dans les grandes maisons d'édition, maintenant, chaque projet doit être autonome financièrement, enfin, c'est-à-dire rapporter de l'argent, en fait. Nous, on peut se permettre, entre guillemets, de perdre de l'argent sur un livre s'il y a le prochain qui rattrape, voilà, et qu'on est à l'équilibre et qu'on puisse réinvestir, voilà. Nous, au départ, on a mis à peu près 20 000 € dans la maison d'édition euh, comme fonds de roulement. Et à partir de ça, voilà, on essaye de pouvoir toujours continuer à publier à notre rythme, sans emprunt, sans dette. Et donc, enfin voilà, il y a, il y a les ouvrages voilà, qui s'autofinancent d'une certaine façon, l'un par rapport à l'autre. Donc, c'est juste voilà, qu'on puisse continuer à faire notre travail du mieux qu'on peut et en espérant toujours faire plein de rencontres. Et voilà, c'est un peu ça, c'est un peu ça l'idée. Vous avez des projets dont vous pouvez nous parler ici, des prochains projets qui approchent ou pour l'instant c'est Ah plutôt ben, des livres à publier, c'est pas vraiment ce qui manque, c'est plutôt effectivement le temps, l'argent éventuellement, et puis se décider. On dit beaucoup plus non que oui, hein. Donc, mais on a quand même quelques projets sûrs qui sont pour 2025, hein, puisque c'est demain quand même. Donc, on va sortir un livre sur Colette Mani, ah, voilà, d'accord. ça va peut-être sonner un petit peu aux oreilles de certains qui s'intéressent à la chanson dite engagée. Voilà, puisque Colette Mani, en fait, a vécu une grande partie de sa vie, enfin la dernière partie de sa vie en tout cas, en Tarn-et-Garonne, à Verfeil, là, sur le Causse. Et grâce à Jacques Vassal, qui l'a rencontré en tant que journaliste, il nous a mis en contact avec sa nièce, qui a écrit un récit biographique autour de sa tante. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Donc, c'est à la fois un texte, effectivement, à la fois familial, personnel, mais aussi autour de la carrière de Colette. Il y a beaucoup de documents, puisqu'elle a plein de photos, des choses comme ça. Et on est en train de travailler à mettre un disque CD, puisqu'il y a beaucoup enfin, il y a un certain nombre d'ouvrages qui comportent un CD, puisque quand on parle de musique, c'est bien d'avoir aussi le support. Et voilà, on travaille à mettre avec ce livre-là un CD qui est un concert inédit que Colette Mani a donné en 88 à Paris dans une salle parisienne. Voilà. Et pour la première fois, je crois qu'on va mettre un CD et un QR code. Parce qu'en discutant avec les jeunes, Et je me oui, suis rendu compte que le QR code, uniquement, c'était pas bien parce qu'on n'avait plus de support. Le CD, il y a des gens qui ont plus de lecteur. Mais si on met les deux, bah voilà, ça peut éventuellement contenter tout le monde. Donc, on se dirige vers cette solution-là plutôt. un très beau projet en tout cas. Pour peut-être conclure, le livre de votre maison d'édition auquel vous êtes le plus attaché. Bah, vous me demandez de choisir quel est mon enfant préféré, quoi. C'est ça. C'est à peu près Pas ça. facile. Bon, Bah, le Lomax, quoi. Enfin, voilà, parce que c'est un livre vraiment passionnant et inépuisable, hein. Il y a plusieurs, voilà, c'est toute la mythologie du sud des États-Unis. On est à la fois chez Faulkner, chez Toni Morrison, chez les bluesmen, voilà, dans les églises, on est dans les prisons, on est dans les champs. Enfin, voilà, on est vraiment c'est un livre somme. Après, tous nos livres, enfin, si on les a faits, c'est qu'on les aime. Mais c'est vrai moi j'ai en particulier une petite affection pour Alan Lomax parce que c'est un projet qui était complètement fou puisqu'en fait le budget du livre surpassait notre chiffre d'affaires de l'année précédente. Donc si vous présentez un business plan comme ça, bah, on vous rit au nez et au final, bah, voilà, on l'a fait et on continue à le porter. Donc c'est une belle histoire, quoi. C'est ce que je retiens aussi dans ce projet-là.